Bonjour, bienvenue à cette nouvelle présentation de série culturelle. Au Centre d'art Jacques et Michel Auger, nous accueillons pour le mois de décembre, pour une partie de novembre et décembre, le sculpteur Mathieu Gotti. Alors, bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu, ton travail est quand même assez particulier. On voit sur les vidéos que tu fais une sculpture figurative, que tu as quand même quelque chose qui est très ludique, qui semble en apparence parfois amusant, et que tes thèmes ne sont pas nécessairement toujours des thèmes amusants ou rigolos. Mais j'aimerais que tu me parles avant tout de ton parcours, parce que tu es français et donc tu as commencé là-bas à sculpter. Et j'aimerais ça que tu nous racontes par où tu es passé pour arriver au Québec et faire ce que tu fais maintenant. Ben oui, en fait, c'est toujours le parcours de vie, c'est souvent ça qui oriente notre démarche. Puis, moi, j'ai commencé, j'ai étudié en art visuel, puis j'ai étudié en Europe pour faire de l'art actuel, finalement. Fait que quand j'étais en Europe, oui, je travaillais en vidéo, puis oui, je faisais du noise, de l'art sonore, mais j'ai toujours gardé une pratique en sculpture traditionnelle, on va dire, traditionnelle, à apprendre les techniques par moi-même de sculpture. Ce qui arrivait, c'est que quand j'étais adolescent, j'allais au Moulin à Scie à côté de dans mon village, parce que je suis originaire d'un petit village de montagne perdu dans l'est de la France, et un petit village de 250 habitants. Fait que, c'est tout petit, là. Et c'est ça, fait que je récupérais des pieds d'arbre, puis je gossais ça à la scie à chaîne sans vraiment technique, là. J'essayais de l'apprendre en le faisant, là. C'était aussi simple que ça. Et j'avais pas accès à des outils, c'était assez drôle parce que je faisais ça vraiment avec des outils vraiment de base. Je n'avais même pas accès à des gouges puis des choses comme ça, parce qu'il y avait pas ça autour de chez moi, là. C'est un petit village, fait que c'est ça. Et c'est ça, fait qu'avec les années, j'ai appris des techniques vraiment broche à foin, on va dire. Et après, par la suite, je suis venu... C'est un gros hasard qui a fait que je suis venu étudier au Québec en sculpture à la Maison des métiers d'art. Mais j'avais quand même un background de bricolage, on va dire, de sculpture. Et par la suite, j'ai fini en 2009. Puis par la suite, j'ai appris ce métier-là d'être sculpteur, ce qui implique de placer ses œuvres dans l'espace. Ça implique aussi la finition. J'utilise plein de techniques aussi pour ce qui est de mettre la couleur sur le bois. Oui, j'ai appris à gossouiller le bois, mais par la suite, à l'atelier, j'ai choisi des outils, j'ai choisi des machines pour travailler mon bois. C'est ça. Oui, j'utilise des gouges, mais j'utilise toutes sortes d'outils aussi pour obtenir ce résultat-là. En peinture, en fait, les techniques que j'utilise sont vraiment précises parce que, comme là, on voit les manchots autour de nous, on voit les cernes du bois, comme là, le dos du manchot gorfou, on voit les lignes du bois. C'est une technique de peinture que j'utilise pour mettre le moins de peinture possible pour voir encore le bois. Les bouées, c'est évident, là, on les voit, les lignes du bois directement en dessous. Fait que c'est ça, j'utilise une peinture spécifique qui fait que j'obtiens ce résultat-là. Fait que peu de pigments. Alors, tout est en bois. Oui, tout est en bois, ouais. Le canon est fait en bois, tourné. J'ai fabriqué un tour à bois spécialement pour ça, parce que mon tour à bois n'était pas assez large pour ça. C'est ça. Puis la quincaillerie utilisée est spécifique pour avoir vraiment le résultat. En quincaillerie, il y a peut-être 200 pièces de quincaillerie là-dessus. Là, fait que... Mais Mathieu, tu sais quand même que en art actuel, il y a relativement peu de sculpteurs qui travaillent exclusivement avec le bois. C'est plutôt ici au Québec rattaché à des formes d'art plus traditionnelles. On pense aux petites figurines animales, des bourgeots de Saint-Jean-Port-Joli, etc. Il y a un propos environnemental derrière ce que tu fais. On n'est pas devant une exposition
installations où on a des sculptures qui sont des objets isolés, jolis, qu'on peut se procurer, mettre sur un socle à la maison, puis on est vraiment ailleurs. C'est une installation. Et puis le propos, qu'est-ce que tu nous dis à travers cette installation-là? Parce que, bon, je vois qu'il y a quand même des manchots, mais je vois un canon, puis dans la vitrine, je vois des balles, des grenades. D'ailleurs, je suis assise sur une caisse de grenades. Pourquoi tout ça? Qu'est-ce que tu abordes à travers ça? Bien, je réfléchis beaucoup sur l'aspect dystopie, de créer mes installations. En fait, c'est le genre d'environnement, c'est d'installation, comme tu dis, c'est comme un instantané d'un lieu qui n'existe pas, dans un contexte qui n'existe pas aussi. Et je prends souvent les animaux pour parler c'est comme le concept de l'utopie, on le connaît en littérature, puis c'est un lieu qui n'existe pas, puis c'est un événement qui n'existe pas dans le passé ni dans le présent. Moi, dans ma tête, en fait, comment j'imagine ça, c'est comme si on avait comme raconté une histoire. La place de la narration est vraiment présente en plus. On raconte une histoire et le spectateur, il se retrouve là, puis il se pose des questions. Puis là, moi, ce que je veux faire, c'est vraiment que les gens se posent des questions. OK, c'est quoi ce manchot-là? C'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Fait que lui, si on le sait, par la suite, on sait que c'est un manchot du Cap. 80% de l'espèce a disparu en 10 ans. Entre 2010 et 2020, en fait, 80% de l'espèce a disparu. Gorfou aussi. Enfin, toutes ces espèces qui sont là ont disparu. Fait que c'est ça, les bouées de sauvetage. Pourquoi ils ont ça? C'est qu'on essaie tant bien que mal de les sauver, mais leur disparition est imminente. Là, on s'entend que c'est une affaire de quelques années. Fait que c'est ça. Fait que créer des environnements où finalement on finit par faire réfléchir les gens, mais pas de donner toutes les réponses. Parce que souvent aussi, c'est ça qui arrive, c'est que si on crée une exposition, un événement purement pour donner toutes les réponses, OK, regardez, telle espèce disparaît avec une photo puis un cartel, il y a l'aspect, c'est ça, il n'y a pas l'aspect réflexion. Je veux que ça vienne des gens. Et souvent, à la fois avec l'humour, parce que c'est drôle quand même, puis il y a le côté cute aussi. Mais on sait que ça va pas bien, là. On sait que ils sont visés par un canon qui est extrêmement trop puissant pour... Exactement. C'est ça. C'est le rapport de force entre les objets. Et d'ailleurs, le titre de ton exposition, La grande liquidation, tout doit disparaître, a priori, ça fait référence à un commerce de grande surface qui veut débarrasser tout ce qui est superflu. Oui, c'est ça. Mais la en même quantité temps, aussi, la grande liquidation, on sait qu'il y a une grosse quantité. C'est à la limite des stocks disponibles. Je pourrais comme agrandir le titre comme ça parce qu'on sait qu'il n'y a pas de stock disponible pour le manchot du Cap. On est en train finalement de liquider tout ce qui vit sur la Terre. C'est ça. D'où les armes à feu, puis d'où l'humain a terraformé, a modifié la Terre d'une vitesse exponentielle. Fait que ce qui arrive, c'est que on n'a pas fait ça petit à petit. Là. On s'entend qu'on a fait ça soit à grosse guire, on va dire, et fait qu'on a fait disparaître les espèces à une vitesse exagérément rapidement. Si on veut, c'est juste à une échelle de comparaison. C'est pour ça que j'y vais avec des gros armements. Ouais. C'est qu'on a créé cette disparition, on a créé cet impact-là, mais tellement à une vitesse rapide que c'est comme si on garochait des grenades sur toutes les espèces ou qu'on tirait au canon. C'est vraiment pour créer une image. Et c'est ça. Puis c'est ça. C'est drôle parce que c'est arrivé tranquillement pas vite dans mes dernières expos. L'idée de l'armement. C'est un accident de parcours. En fait, j'ai fait un accessoire de théâtre pour Ex Machina. Et c'est justement pour la dernière pièce que Robert Lepage a faite. Et c'était un M16, fait que j'avais un vrai M16 à l'atelier. Et cet objet-là était épeurant. Puis là, je me suis dit, mais ce rapport à l'espèce de... Qu'est-ce qu'on fait avec nos espèces? On les protège-tu? On veut-tu un changement? L'arme à feu aussi, c'est l'aspect guérilla, c'est l'aspect on veut changer les choses.
Puis c'est un objet qui est peu commun aussi dans notre quotidien. Parle-moi de ton atelier, justement. Tu viens d'évoquer ton atelier tout à l'heure. Puis dans les derniers jours, quand tu as livré tes œuvres, tout ça, c'était comme presque un jardin zoologique dans une remorque avec un orang-outan sur le toit du camion. Alors, tu sais, c'est sûr que ça passe pas inaperçu quand tu transportes une exposition. Je sais que chacune de tes expos est unique. Alors, tu représentes pas les mêmes animaux, les mêmes artefacts. Mais comment ça se passe dans ton atelier? Parce que les animaux, les canons, tout ça, ça vient de bouts de bois que tu assembles. C'est quoi ton atelier? Est-ce que c'est immense? Mon atelier est vraiment tout petit. C'est ça qui arrive, c'est vraiment drôle. Il fait à peu près 300 pieds carrés. J'ai fait mon chevreuil dans quelque chose qui faisait à peu près 100 pieds carrés. Là, en fait, c'est comme un ratio. C'est drôle parce que c'est lié vraiment à mon mode de vie aussi. J'essaie d'avoir pour me permettre de faire ça, de faire une expo unique à chaque projet d'exposition, à chaque lieu. C'est comme c'est à la fois un trip, puis c'est comme quelque chose qui est de l'ordre de l'honnêteté pour le lieu, je trouve. Souvent, les artistes vont choisir de présenter la même expo pour devenir rentable. Moi, je préfère avoir un petit atelier. Oui, j'ai 3 entrepôts, ce qui est pas pour stocker tout ça, mais j'essaie de réfléchir. C'est comme je fais de la recherche scientifique pour chaque lieu, en fait. Je choisis les animaux, je choisis de représenter. OK, je mets 3 manchots. OK, pourquoi? Puis c'est vraiment un procédé de réflexion parce que c'est comme quand on voit un bon film, on sait que si le réalisateur a bien fait sa job, ben le film il est intéressant du début à la fin. Puis c'est ce que je veux faire en faisant une installation comme ça, c'est que je veux présenter quelque chose qui est abouti au lieu de comme faire du taponnage. Puis finalement, souvent ce qui arrive, c'est qu'on voit que la même expo est représentée plusieurs fois, mais elle fit pas du tout dans le lieu. Puis c'est un peu une réflexion que j'ai vue avec le temps, c'est que tu vois un artiste qui habituellement fait du bon travail, puis tu vois que c'est garoché. Fait que c'est ça que je veux pas, c'est que je veux prendre mon temps pour faire chacune de mes sculptures, puis je suis à temps plein à l'atelier. J'ai pas d'autre job. Fait qu'un petit atelier, c'est pas gros à payer par mois, fait que je peux me permettre de prendre ce risque-là financier qui est gros quand même. C'est vraiment intéressant ce que tu nous racontes parce qu'il y a toute une philosophie derrière. Mathieu, franchement, je te remercie beaucoup. Merci Le temps passe tellement vite. Alors, j'invite toute la population à visiter cette exposition qui s'intitule « La grande liquidation, tout doit disparaître » du sculpteur Mathieu Gauthier. L'exposition est en place au Centre d'art Jacques et Michel Auger jusqu'au 18 décembre et c'est toujours gratuit et je crois que c'est une exposition vraiment intéressante, autant pour les adultes que pour les enfants et les familles, parce que ça peut devenir vraiment l'étincelle pour lancer de belles discussions. Alors, merci beaucoup, Mathieu. Merci.